Livraison d'actualité sur Police Télévision, la grande édition du journal télévisé. Mais d'abord, place au sommaire. La tension est restée vive à Goma ce jeudi alors que les FARDC et les M23 s'affrontaient à Saké, situé à 27 km du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Plus de détails dans ce journal. Et puis 12 présumés bandits en main armée ont été arrêtés ce jeudi 23 janvier par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés aux autorités politico-administratives du Haut-Katanga, dont le gouverneur Jacques Kiabula. Et à l'international, le secteur agricole du Zimbabwe devrait croître de 12,8% en 2025, ce qui stimulerait l'économie nationale. Encore une fois, bienvenue à cette livraison d'actualité. Je l'ai dit au sommaire, la tension est restée vive à Goma, au Nord Kivu, depuis ce jeudi 23 janvier où les forces armées congolaises poursuivent leur combat contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Face à cette situation, les autorités appellent la population à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi qui utilise les réseaux sociaux pour s'aimer la panique en diffusant des informations erronées. Elle note également que les habitants, elle demande également aux habitants à renforcer leur violence et à signaler toute présence, les habitants doivent signaler donc toute présence d'infiltrés ou de traîtres au sein de leur communauté. Patience Lokeke. Oui, c'est jeudi 23 janvier. La tension est toujours vive à Goma, au Nord Kivu, où les forces armées congolaises poursuivent leur combat contre le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Bien que le rebelle ait atteint la ville de Saké, située à environ 27 km de Goma, l'armée congolaise a réussi à empêcher l'ennemi de prendre le contrôle total de la cité. Selon les dernières informations, le FARDC ont réussi à repousser les assauts, mais la situation reste instable. Les affrontements se poursuivent et des détonations d'armes lourdes sont entendues principalement du côté de Ndosho et Mugunga à l'ouest de Goma. Malgré les efforts de résistance des FARDC, la ville de Saké ainsi que la localité voisine de Ndjulo se sont vidées de leurs habitants. Les populations qui ont pu fuir se sont réfugiées dans divers camps de déplacés, aggravant une situation humanitaire déjà précaire. Ces camps, notamment à Mugunga et dans d'autres quartiers de Goma, sont désormais saturés. Le déplacé se retrouve dans une impasse, ne sachant plus où se diriger. Ce matin, l'armée rwandaise, via ses supplétifs du M23, a tenté une avancée vers Saké, mais elle a été systématiquement repoussée par le FARDC. En soutien, des hélicoptères militaires sont intervenus, apportant un appui aérien pour traquer le militaire rwandais jusque dans leur dernier retranchement. Les autorités militaires congolaises ont rassuré la population, assurant que toutes les mesures nécessaires sont prises pour sécuriser Goma et ses environs afin de le protéger de toute occupation rwandaise. Elles ont également affirmé leur détermination à récupérer toutes les entités occupées par l'ennemi. Face à cette situation, les autorités appellent la population à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi qui utilise les réseaux sociaux pour s'aimer la panique en diffusant des informations erronées. Il est également demandé aux habitants de renforcer leur vigilance et de signaler toute présence d'infiltrés ou de traîtres dans leur communauté. La situation demeure incertaine et Goma reste sous haute surveillance avec des mesures de sécurité renforcées pour contrer toute nouvelle menace. La guerre en République démocratique du Est qui oppose les FARDC et le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda demeure très préoccupante et continue de faire parler tant sur le plan national qu'international. Le gouvernement congolais a-t-il montré un échec de sa stratégie militaire? Le ministre de la Communication et porte-parole du Patrick Mouyaya a fixé l'opinion à TV5 Monde où il a été reçu comme invité. Suivez cet extrait. Commencer par dire que c'est l'armée rwandaise. Il est établi encore par les derniers rapports du groupe d'experts
qui a plus de 3000, 4000, et d'ailleurs, nos services documentent un peu plus des opérations régulières menées par l'armée rwandaise. Les M23 n'existe pas, c'est un groupe de pantins qui est utilisé comme par avant. Je pense que c'est très important de mentionner cette nuance. Or, d'abord, il faudrait me donner l'occasion de saluer la résistance, la résilience de nos populations qui disent non aux agresseurs, qui malheureusement utilisent à la fois des pillages, des intimidations, des ciblages sur les jeunes patriotes ouazalènes que vous avez mentionné tout à l'heure, qui sont systématiquement ciblés, parce que la stratégie, dès qu'ils font une avancée, c'est de les assurer d'étouffer toutes les initiatives locales qu'ils trouvent en termes de résistance. Donc, ils procèdent à des assassinats ciblés des jeunes, parce que les jeunes ont décidé de défendre la patrie. Pour le reste, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique de guerre. Et il y a quelques jours, nous avions l'ascendant, et puis il y a quelques jours, la situation est celle qu'elle est. Et pour ici, il faut revenir pour dire qu'il y a une détermination claire au niveau du président de la République, du gouvernement, que de nos militaires. D'ailleurs, je profite pour saluer leur vaillance, leur ferveur pour assurer la défense de l'intégrité territoriale. Et nous sommes engagés à cela, on ne dérobera point. C'est de notre devoir. Mais la montée, justement, d'essais que fait l'armée rwandaise, c'est juste une stratégie pour nous contraindre de discuter avec les pantins du M23 qui en réalité n'ont aucun agenda, parce que on a évité justement la paix que tout le monde a souhaité dans le cadre du processus. Alors... Et pour parler de cette guerre entre les FARDC et le M23, appuyé donc par le Rwanda, nous recevons Don Mohamed sur ce plateau, journaliste à Géopolis, Rome, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blest. Alors, Don Mohamed, nous avons suivi deux éléments qui parlent donc de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, notamment au nord et au sud Kivu. Mais aujourd'hui, nous étions beaucoup plus au nord Kivu, où les affrontements ont eu lieu à Saké, qui est situé donc à 27 km du chef-lieu de la province du nord Kivu. Je parle bien évidemment de Goma. Alors, est-ce que Saké est tombé? Saké n'est pas tombé? Pourquoi la désinformation est en train petit à petit de prendre le dessus sur la vraie information? Alors, il faut d'abord, pour mieux répondre à votre question, restituer le contexte de cette guerre. Okay. On ne le dira jamais assez, cette guerre est avant tout économique. Et derrière cette guerre, il y a les acteurs apparents, qui sont le rebelle du M23, derrière lequel se cachent en réalité les vrais acteurs, on va les dire ainsi, qui est le Rwanda, selon le gouvernement congolais, comme on vient de le suivre tout à l'heure avec le ministre de la Communication Patrick Muyaya, ou encore selon le différents rapports des experts de l'ONU, ils ont établi que près de 4000 soldats rwandais seraient en territoire congolais, et vous voyez l'armement utilisé par le M23 qui est assez sophistiqué. Ils en sont même arrivés au point d'avoir de moyens de défense anti-aériens, ce qui ne permettait pas à nos avions le plus souvent de voler. Si ce n'est aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé un moyen pour contourner cela. Et donc, je disais que l'enjeu est économique. Derrière cette guerre économique-là, il y a le M23, il y a le Rwanda. Et derrière ces acteurs-là, il y en a d'autres qui ne s'affichent pas et qui ne s'afficheront peut-être pas, qui sont de grands groupes des organisations multinationales, des entreprises, allais-je dire multinationales. Et pour arriver à leur fin, pour conquérir assez facilement le ville, ça s'est toujours passé comme ça depuis des siècles. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. La guerre est avant tout une guerre communicationnelle. Et il faut parvenir à désorienter l'adversaire, à le mettre sur de fausses pistes et à saper autant le moral de troupes au combat que de la population. Ainsi, on peut facilement s'étayer le chemin pour une victoire, une conquête assez facile. Et donc, ce n'est qu'une vieille stratégie utilisée là par les agresseurs, on va les appeler ainsi, de la RDC, qui effectivement vont désorienter la population et vont surtout aussi jouer sur la psychologie de la population. Regardez, depuis le matin ou la journée d'hier, déjà des tracts au niveau de Goma circulaient, selon les informations que nous avons recueillies. Des tracts ont été lancés comme quoi la ville allait être attaquée aujourd'hui le matin par le M23. Et donc, c'est
il faut impacter psychologiquement la population. Et d'ailleurs, le ministre a également évoqué, tout à l'heure on l'a suivi, qu'il y a des assassinats ciblés dans les territoires conquis par le M23. Là encore, c'est la même logique. Il faut commettre des choses atroces qui vont faire installer la peur dans les chefs des autres qui vont rester. Soit ils ne vont plus résister, soit ils vont fuir pour ne plus revenir. Et en ce moment-là, on établit sa domination. Voilà. Alors, dites-nous un tout petit peu, dans Momat, pourquoi les M23 tiennent-ils à vouloir prendre la ville de Goma? Alors, vous vous rappellerez, et il n'y a pas longtemps, lors de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les ambassadeurs, il leur a rappelé encore une fois qu'il ne négociera jamais avec le M23. Et ce n'est pas la première fois que le président dit cela. Il l'a évoqué à plusieurs reprises. Il l'a évoqué à plusieurs reprises, en allant même jusqu'à dire, même s'ils arrivaient, en ayant conquis tous les territoires jusqu'à sa porte, il ne négociera pas avec le M23. Or, les M23 sont dans une logique où ils doivent négocier. Et donc, ils doivent mettre la pression sur le gouvernement. Et une façon pour eux, et la seule d'ailleurs façon, ou l'unique moyen pour eux de mettre la pression, c'est de conquérir les grandes villes. Jusque-là, malgré la désinformation dont on évoquait tout à l'heure, ou encore cet effet amplificateur, surtout des médias occidentaux. Oui, cet effet amplificateur des médias internationaux. Certains médias internationaux vont être modérés dans notre façon de parler. Lorsque le M23 a conquis, jusque-là, c'est vrai que le M23 a conquis des larges pans du territoire, mais c'est aussi, surtout, des cités, des petites cités. Minova, par exemple, c'est autour de 60 000. Il y a des villes qui ont été, des cités qui abritaient 20 000 personnes qui ont été conquises. Et la stratégie actuelle du M23, c'est finalement de conquérir les grandes villes qu'elle n'a pas encore conquises. Par exemple, Butembo, ils sont jusqu'à 30 km de là, ou encore Goma. Lorsque nous sommes à Saïk, nous sommes pratiquement à 27 km de Goma. Aussi, hein. Oui, et donc jusque-là, ils sont plus près et on voit le mouvement qui vont dans le sens de conquérir Butembo et Goma. Et donc tout ça, c'est pour mettre enfin la pression sur le gouvernement afin qu'il retourne à la table de négociation, afin que le gouvernement ouvre finalement ces dialogues tant attendus, ces négociations tant attendues, directes entre le M23 et le gouvernement. Et pour ça, on verra quelle sera la réaction des autorités congolaises qui étaient, au moment où la ville a été attaquée, pour certains, à l'extérieur du pays. Ils sont en train de rentrer, pour la plupart d'entre eux, pour réorganiser la défense. Et on le disait tout à l'heure, l'armée, la guerre est ce qu'elle est. Il y a des moments où vous êtes fort, il y a des moments où vous êtes faible. Mais ce n'est pas en prenant les localités qu'elles ont conquises jusque-là, ou même en prenant Goma, que le gouvernement, que l'on pourrait dire que le gouvernement a failli voilà. Et qu'il est obligé finalement d'aller négocier avec le M23 directement. Non, la guerre, c'est souvent une bataille peut-être déterminante, mais c'est beaucoup plus que la conquête de quelques villes et territoires. Donc voilà la situation qui prévaut actuellement à Goma. On voit en image, il faut dire quand même que la ville est asphyxiée, puisque on l'a dit, il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau en ce moment. J'ai eu les élèves d'ailleurs, les élèves ont été contraints de rentrer à 11 heures. Oui. Et vous savez que déjà Goma accueille près de 2 millions de réfugiés, avec cet autre afflux des réfugiés qui ont fui Minova et d'autres localités ou cités récemment prises par le M23, vont s'ajouter à ces réfugiés qui sont déjà là. Donc, on pourrait peut-être aller dans les 2 500 000. Et pour la plupart, c'est les derniers points, puisque en ce moment, Goma a été pratiquement encerclée dans la stratégie du M23, puisque la ville est attaquée par Niragongo et par Sake. Ils n'ont plus que 2 voies de sortie, c'est soit vers le Rwanda ou encore vers les Kivu, mais par voie lacustre, sur laquelle voie
la circulation a été interdite. Et donc, Goma est asphyxié et les autorités ont tout intérêt à réagir très vite, ce qui s'est fait déjà puisque les renforts ont été déployés et les troupes de la MONUSCO ont été mises à contribution. On a vu tout à l'heure les chars de la MONUSCO qui ont été mis à contribution. Oui. On a vu également l'artillerie de force de la SADC, dont on a toujours accusé l'inaction, qui s'est également mise en action. Et donc, il y a actuellement un mur défensif énorme au niveau des Saké. Et le vœu de tous les Congolais que ces murs-là ne soient pas franchis. On espère en tout cas que ça sera le cas. Dombomat, nous vous remercions pour votre riche intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. S'agissant toujours de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, Dadi Salé, professeur à l'université de Goma, affirme qu'il y a une panique dans cette ville et appelle au calme et à un sursaut patriotique. Suivez-le dans ses propos recueillis par Patrick Elunga. Combattant tous les Wazalendo, à nos FARDC, la seule armée que nous avons, je demande effectivement à la population, malgré tout ce que nous vivons, d'abord d'être calme. On sait que c'est difficile, mais nous devons être calmes. On sait qu'il y a Minova, il y a Saké, il y a tout ce qui arrive, mais c'est dans le calme qu'on trouve des solutions. Donc je pense effectivement que pour l'instant, nous devons savoir que cette guerre, nous devons la gagner. Quel que soit ce qu'il y a, quel que soit ce qui arrive, nous ne devons pas nous décourager et nous ne devons pas être dans la précipitation. La nation congolaise, comme l'a dit Lumumba, doit rester une et indivisible. Comme Laurent Désiré Kabila l'a dit, on ne trahira jamais cette nation. Quel que soit ce qui arrive, je répète, nous devons bien comprendre que même Israël a pu faire peut-être 50 ans, etc., mais ils ont récupéré leur territoire. Il faudra que le peuple congolais, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela, nous devons savoir que nous sommes le seul responsable de cette nation. Je pense qu'on demande au président de la République, qui est le chef des armées, on demande effectivement au gouvernement et à tous les députés de faire leur travail, pour l'instant, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de désordre. On devait, depuis très longtemps, déclarer la guerre, c'est-à-dire utiliser l'article 86 de la Constitution. Je ne sais pas s'il s'agit des fleurs dans la Constitution, mais il s'agit des articles qui vont donner tout le moyen pour que nous puissions nous battre. Et effectivement, il faudra que nous puissions appliquer l'article 63 de la Constitution en félicitant les chefs de l'État avec la RAD, Réserve armée de la défense, et que nous puissions être capables de doter le maximum de moyens aux Wazalendo. Pour à tous les Wazalendo, effectivement, nous savons pourquoi nous disons ça, mais nous devons nous tenir fort. On va prendre cette information en bref. Suite à la déclaration de la situation sécuritaire dans les deux provinces, les députés nationaux et sénateurs de provinces du Nord et Sud Kivu présents à Kinshasa se sont réunis ce jeudi 23 janvier 2025 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Ces élus condamnent avec la toute dernière énergie l'agression rwandaise dont ils sont victimes et annoncent la mise en place d'une commission ad hoc chargée de formuler des recommandations à présenter aux institutions de la République dans ces communiqués de presse que vous avez sur vos écrans. L'intensification des affrontements armés au nord Kivu et à Calais et au sud Kivu a un impact sur la population civile qui fuit les territoires touchés. Elle impacte également les activités médicales de Médecins sans frontières dans deux structures sanitaires à Numbi et Minova dans le sud Kivu en appui au ministère de la Santé. Depuis le 19 janvier, le MSF a réduit ses activités dans ces deux structures médicales. La plupart des patients hospitalisés obligés de fuir suivant les déplacements massifs de la population. Rachel Misenga pour les détails. MSF continue son appui au personnel du ministère de la Santé à Numbi et Minova. Depuis le début de l'année, les affrontements armés dans les territoires de Massissi au nord Kivu se sont étendus vers le territoire de Calais au sud Kivu. L'intensification de combats a eu un impact sur la population civile qui fuit le territoire affecté. Elle impacte également les activités médicales de Médecins sans frontières. Dans deux structures sanitaires à Numbi et Minova au sud Kivu, en appui au ministère de la Santé.
Entre le 2 et le 18 janvier, les équipes MSF ont déjà traité plus de 270 blessés à l'hôpital général des références de Minova et au centre hospitalier Numbi. Depuis le 19 janvier, MSF a réduit ses activités dans ces deux structures médicales. La plupart des patients hospitalisés à HGR de Minova ont fui suivant les déplacements massifs de la population. Selon OCHA, les blessés et les autres patients ont été réorientés vers les structures sanitaires de Goma pour le soin spécifique. MSF poursuit son appui au personnel du ministère de la Santé à Numbi et Minova avec des équipes réduites continuant à répondre aux besoins de population. La situation humanitaire évoluant très rapidement, MSF a également sorti une partie de son staff de Kinyezir où est basée sa coordination pour le projet de Numbi et Minova. La situation est suivie de plus près pour évaluer et adapter afin de répondre aux urgences et aux besoins de personnes déplacées et vivant dans les zones touchées. On va quitter la situation sécuritaire à Goma pour cette fois-ci parler de la situation sécuritaire à Lubumbashi où la police nationale congolaise de cette ville a présenté ce jeudi 25 janvier 2025 12 individus présumés être des bandits qui ont été donc arrêtés et présentés devant les autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Parmi ces suspects se trouvent ceux accusés d'avoir commis l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier. Lors de cette présentation, le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe, a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à combattre l'insécurité qui sévit dans la région. Il a également annoncé des mesures fermes visant à restaurer l'autorité de l'État face à l'augmentation de la criminalité. Domomat. La police de Lubumbashi a présenté ce jeudi 23 janvier 12 présumés bandits, dont 10 sont suspectés d'être impliqués dans l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025. Jean-Jacques Kashiba, ministre provincial de l'Intérieur, a procédé à leur présentation devant les autorités. Ils étaient au nombre, un groupe de 12 personnes. L'un d'eux a été tué sur place, a été brûlé. Il y a un autre qui est en prison. Nous allons le chercher. Et voilà, nous avons mis la main sur cette personne. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a réaffirmé la détermination de son gouvernement à lutter contre la criminalité, annonçant l'organisation d'un procès public en audience foraine. La justice va faire son travail et nous allons être vigilants quant à ceux. Et nous voudrions, surtout pour honorer la mémoire d'Adonis, que ces criminels soient jugés en flagrance et que l'audience soit médiatisée. Marianne Mujing Yav, deuxième vice-présidente de l'Union nationale de la presse congolaise au Katanga, a salué cette avancée judiciaire, exprimant l'espoir que les responsables de la mort d'Adonis soient punis et que justice soit rendue pour toutes les victimes de crimes similaires. Nous commençons déjà à voir que justice est en train d'être faite et que ça sera fait comme il se doit, et pour que les autres aussi, les autres qui ont perdu le leur, qui vont réclamer justice, quand je parle des autres, ça signifie la population, qu'ils vont également trouver gain de cause. Cette présentation des suspects marque une étape clé dans la lutte contre l'insécurité à Lubumbashi et la population attend un procès transparent pour faire face à cette montée de la criminalité. On va quitter le dossier sécuritaire et prendre notre avion pour aller au-delà de nos frontières. D'après les prévisions du gouvernement zimbabwéen, les secteurs agricoles devraient croître de 12,8% en 2025 après s'être contracté de 15% en 2024, ce qui devrait par la même occasion stimuler l'économie nationale dont la croissance a reculé à 2% au cours de l'exercice précédent. Suivez.
La Banque mondiale prédit une croissance de 6,2% pour les Zimbabwe en 2025, surpassant la moyenne d'Afrique subsaharienne fixée à 4,1%. Il faut noter que cette projection concorde avec le chiffre avancé en novembre 2024 par le ministre des Finances, qui table sur une croissance de 6%, portée surtout sur une reprise du secteur agricole, selon les informations rapportées par Reuters. Après un exercice 2024 moins positif qui a vu la croissance ralentir à 2% à cause principalement des turbulences observées dans l'industrie agricole, Kubé, ministre des Finances, anticipe pour ces secteurs une croissance robuste de 12,8% en 2025 après une baisse de 15% enregistrée l'année précédente. Rappelons que le stress hydrique entraîné par le phénomène climatique El Niño a considérablement affecté la production agricole en 2024 ainsi que les infrastructures hydroélectriques qui constituent la deuxième source d'approvisionnement en électricité du pays. À titre indicatif, des filières de production clés telles que le tabac, les cotons ou le maïs ont sous-performé lors de la campagne 2023-2024 avec respectivement des récoltes en baisse de 20,6%, 45% et 72% par rapport à la campagne précédente. Toutefois, avec les prévisions annonçant une meilleure répartition des précipitations sur les territoires nationaux, les renforcements des infrastructures énergétiques, l'optimisme semble regagner la production zimbabwéenne. Pour rappel, le secteur agricole a contribué pour près de 6,3% au PIB national en 2023, s'imposant comme l'un des principaux piliers économiques du pays. L'année 2025 s'annonce comme une année charnière pour l'énergie nucléaire. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette source d'énergie devrait battre des records historiques et confirmer son rôle croissant dans le mix énergétique mondial. Suivez. Les prévisions de l'AIE reposent sur plusieurs facteurs. En Europe, la France relance plusieurs projets et mise également sur l'innovation avec le développement de petits réacteurs modulaires perçus comme une alternative plus flexible et plus rapide à déployer que les centrales traditionnelles. Si le nucléaire connaît un retour en force, c'est en grande partie parce que les enjeux de la tradition énergétique et de la sécurité d'approvisionnement ne sont pas intensifiés. La crise énergétique mondiale des années 2022-2023 a mis en évidence la vulnérabilité de systèmes électriques dépendants des importations de gaz et de charbon. À la COP28 en 2023, 22 pays se sont engagés à œuvrer pour tripler la capacité nucléaire mondiale d'ici 2050. On retrouve dans les lots de pays comme la France, les États-Unis, les Émirats arabes unis, mais aussi de 2 pays africains, le Ghana et le Maroc. L'approvisionnement en uranium représente également un défi stratégique selon l'AIE. Actuellement, 40% de l'enrichissement mondial de l'uranium est contrôlé par la Russie, ce qui pose un risque géopolitique pour de nombreux pays occidentaux. L'année 2025 pourrait marquer les débuts d'un nouveau cycle pour l'énergie nucléaire où cette source d'électricité retrouverait une place centrale dans les stratégies énergétiques mondiales. Si les tendances actuelles se confirment, la part du nucléaire dans le mix énergétique mondial devrait augmenter par rapport au niveau actuel. Avec un peu moins de 10% de mix énergétique, le nucléaire était fin 2023 la deuxième plus grande source d'électricité à faible émission après l'hydroélectricité. Elle produit à ce jour 20% de plus que l'éolien et 70% de plus que les solaires photovoltaïques. Place à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Enjeux climatiques à Davos 2025, titre Info 27, la RDC prend les devants avec un projet de réserve forestière géante. Très attendu pour ses annonces majeures face aux défis économiques et climatiques, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu ses promesses, écrit la consoeur.
Lors de son intervention à la deuxième journée du Forum économique mondial de Davos en Suisse, il a annoncé la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Les corridors verts Kivu-Kinshasa, également connus sous le nom des réserves du fleuve Congo, permettra de sauvegarder l'avenir du bassin du Congo, les plus grands puits de carbone des forêts tropicales du monde, et d'exploiter durablement les ressources du fleuve Congo pour soutenir un développement économique propre à travers un réseau de zones protégées. En réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, les corridors s'étendra d'est en ouest de la RDC, couvrant 550 000 km², dont 285 000 km de forêts primaires et 60 000 km² de tourbières intactes. Ces projets, renchérit la référence plus, améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera plus de 108 000 km² de forêts vierges, générera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 destinés aux jeunes, hommes et femmes démobilisés des groupes armés, a soutenu Félix Tshisekedi. Les professeurs Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, rapporte le phare, a déclaré « Nous saluons cet engagement audacieux du président Tshisekedi et de son gouvernement à soutenir le lien entre la paix, le développement durable et la conservation de la nature le long du corridor Kivu-Kinshasa. Nous encourageons les entreprises, les investisseurs et les philanthropes à explorer leurs contributions pour transformer cette vision ambitieuse en réalité. » Forum des As ajoute que lors de cette même réunion, l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a salué le projet du corridor vert Kivu-Kinshasa comme un exemple exceptionnel de ce que peuvent accomplir le partenariat entre gouvernement et secteur privé. Ce projet, annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi, est perçu comme une initiative innovante pour protéger l'environnement tout en stimulant l'économie locale. Changeons de registre avec la prospérité pour parler de la guerre à l'est de la RDC. Le FARDC annonce dans un communiqué du mardi 21 janvier que les combats se poursuivent sur le terrain et que l'ennemi continue d'enregistrer des pertes considérables. Le général Ekenge, porte-parole de l'armée, informe également que les agresseurs ont fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et à Minova au sud Kivu. La population est appelée au calme et surtout à ne pas céder à la panique ni à la désinformation. Il a précisé toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays, conclut ce communiqué. En attendant, le lieutenant-général Pacifique Massunzo, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a entamé depuis lundi dernier une mission stratégique à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Place au rappel des titres. La tension est restée vive à Goma, au nord Kivu, ce jeudi, alors que les FARDC et le M23 s'affrontaient à Sake, qui est donc situé à 27 km du chef-lieu de cette province du Nord Kivu. Et puis 12 présumés bandits à main armée ont été arrêtés ce jeudi 23 janvier par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés aux autorités politico-administratives du Haut-Katanga, dont le gouverneur Jacques Kabula Katwe. À l'international, le secteur agricole du Zimbabwe devrait croître de 12,8% en 2025, ce qui stimulerait l'économie nationale. Voilà, madame, messieurs, ce journal qui a été donc consacré à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément dans sa partie Est, est arrivé à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme de Géopolis pour cette nuit se présente de la manière suivante. Après le journal télévisé, vous suivrez un documentaire sur l'énergie nucléaire. Ensuite, à 21h, vous suivrez l'émission Chavin Critique présentée par Willy Kalingai. Puis, vous aurez votre série préférée, Squid Game, qui va donc continuer. Entre-temps, vous allez me retrouver à 23h, puis vendredi, donc demain, à 2h et à 7h du matin. Bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Bonsoir chez vous.